Bienvenue au bulletin hebdomadaire de l'information de la MINUSCA. Ce soir, voici les titres. L'Association des jeunes filles sourdes en Centrafrique se mobilise pour le respect de leurs droits et leur intégration dans la société. Le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, installe officiellement les membres du comité d'organisation du dialogue républicain. Et enfin, le contingent camerounais de la MINUSCA en action dans le 7e arrondissement de Bangui. Chers téléspectateurs, bonsoir. Le mois d'août qui vient de s'achever a été marqué par la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août. À cette occasion, nous avons tendu le micro à des jeunes centrafricains qui réalisent des activités importantes au sein de leur communauté. Crispin Emmanuel Dembassa Kété s'est rendu dans l'association des jeunes filles sourdes pour l'inclusion et la solidarité en Centrafrique. Intégration et inclusion sont les mots d'ordre de l'association des jeunes filles sourdes dirigée par une jeune fille centrafricaine nommée Teresa Pana. Après avoir constaté que les jeunes filles sourdes étaient largement marginalisées, elle a décidé d'en faire son cheval de bataille. Nous sommes donc partis à sa rencontre. C'est ici, dans le quartier combattant, que l'on peut retrouver l'association nationale La Main des sourds et muets pour le travail et le développement de Centrafrique, ainsi que l'association des jeunes filles sourdes pour la solidarité et l'inclusion en Centrafrique, que dirige Teresa Pana, jeune centrafricaine âgée de 24 ans. Au nombre de 60, les adhérentes se retrouvent régulièrement autour d'activités communes. Nous travaillons beaucoup plus avec des sourds. Premièrement, nous avons remarqué qu'elles ont été marginalisées dans la société. C'est pour cela que nous voulons vraiment les aider à sortir de cet état de marginalisation en les aidant à travers des formations différentes dans plusieurs domaines d'activité. Selon l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales, 21 000 sourds muets ont été recensés en 2003. En revanche, il n'existe qu'une unique école située à Bangui qui dispense des cours en langue des signes et ce jusqu'à la classe de CM2 uniquement. Elle est sous tutelle du ministère des Affaires sociales. Les personnes sourdes et muettes n'ont donc pas la possibilité de faire des études secondaires ni universitaires et il n'existe pas non plus un endroit spécialisé d'apprentissage de la langue. Une situation déplorée, considérée comme l'un des facteurs freinant leur émancipation et leur intégration dans la société. Si j'avais eu cette possibilité-là d'aller à l'université, je choisirais d'être docteur. Donc je choisirais la médecine parce que à travers la médecine, je peux remédier aux problèmes de santé, surtout des personnes sourdes parce que nous rencontrons des problèmes lorsque nous allons à l'hôpital, l'incompréhension, le manque de communication entre nous tous. Afin de compenser au manque d'éducation scolaire et professionnelle de ces personnes vivant avec handicap, l'association s'investit et propose des formations métiers telles que le maraîchage, la couture, l'élevage, la broderie ou encore la coiffure. Elle participe également à des séances d'ateliers de promotion de la santé sexuelle et reproductive avec UNFPA ou encore à des conférences-débats initiées par la MINUSCA permettant de leur offrir une tribune pour s'exprimer sur les difficultés rencontrées et les réponses à apporter. Ces rencontres, souvent réalisées dans le cadre de journées internationales telles que la Journée mondiale des sourds, ont aussi pour objectif de mettre à leur disposition des outils favorisant la communication tels que la réalisation et la mise à disposition de boîtes à images. Ces échanges permettant de les impliquer dans des activités nationales se font avec la présence d'interprètes bénévoles sans qui la communication serait quasiment impossible. Nous travaillons la plupart du temps en bénévolat. Notre travail auprès de l'organisation des personnes sourdes consiste à les appuyer dans les recherches des aides techniques et financières pour leurs activités, la réalisation des activités qui puissent les aider dans la vie quotidienne. La République centrafricaine a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. La Constitution prévoit le droit à l'égalité pour tous, y compris des personnes en situation de handicap. Les droits à l'emploi, à l'éducation pour tous sont également garantis dans le préambule de la Constitution. La République centrafricaine dispose de nombreux textes de loi qui traitent directement du handicap. Les principaux sont la loi numéro 00007 du 20 décembre 2000 sur la promotion et la protection des droits et des personnes handicapées. Mais ces ensembles de textes ne permettent pas encore de garantir l'égalité des personnes handicapées devant la loi, la reconnaissance de leurs responsabilités juridiques et la jouissance de toutes les libertés individuelles et collectives.
Malgré ces difficultés, Teresa Kpana et ses pairs ont décidé de surmonter les obstacles en menant des actions coup de poing dans leur communauté. Ceci pour se faire entendre et démontrer qu'elles ont toute leur place dans la société. Pascal. Merci Crispin. La langue des signes que l'on retrouve en République centrafricaine a pour base la langue des signes américaine. Néanmoins, comme toute langue, elle a subi et subit encore des transformations propres à la culture centrafricaine. À présent, direction l'Assemblée nationale où l'on retrouve notre reporter Fanny Balekossi. Elle a assisté à l'installation officielle des membres du comité d'organisation du dialogue républicain par le chef de l'État. Fanny, pour plus de détails. Travailler main dans la main pour sortir le pays du bourbier dans lequel il est artificiellement plongé. Tels sont les propos du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, lors de son discours officiel à l'occasion de l'installation des membres du comité d'organisation du dialogue républicain en présence du président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, et du Premier ministre Henri-Marie Dandra. Le lundi 1er septembre 2021, le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a officiellement installé le comité d'organisation du dialogue républicain lors d'une cérémonie officielle à l'Assemblée nationale à Bangui en présence des autorités centrafricaines et de la communauté internationale. Ce comité d'organisation a été mis en place suite à de nombreuses consultations nationales. Le chef de l'État a dans son discours tenu à mettre un accent sur l'objectif de ce dialogue, la réconciliation et la reconstruction. Je me félicite de l'installation aujourd'hui du comité d'organisation qui témoigne de ce que nous avançons sereinement et sûrement vers la tenue de ce dialogue voulu par nous tous. Mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, tout en vous félicitant d'avoir été choisis par vos entités respectives, je me dois de vous rappeler que j'attache particulièrement du prix à ce dialogue. Ce dialogue républicain, dois-je le rappeler, s'inscrit dans ma vision politique de main tendue qui vise à réunir les filles et fils du pays autour d'un même idéal, à savoir bâtir ensemble la République centrafricaine dans la paix et l'unité nationale. La mise en place de ce comité intervient après la signature par le chef de l'État, il y a 3 mois, du décret de nomination de la trentaine de personnalités provenant d'entités variées telles que les partis politiques, la société civile, l'opposition, les confessions religieuses et des experts internationaux. Ils auront pour mission de proposer un calendrier, y compris la date de la tenue effective de démarrage du dialogue. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, leur a lancé un appel et réitéré la responsabilité de leurs fonctions. Comme vous le savez, le succès de toute entreprise réside dans sa meilleure organisation. Aussi, pour le succès du dialogue républicain, vous devez rester unis et travailler ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. J'en appelle à votre sens élevé de responsabilité et surtout de patriotisme. La recherche permanente de consensus doit être privilégiée lors de vos travaux, aussi bien en sous-comité que pendant les séances plénières. La MINUSCA, à travers sa division des affaires politiques, a été nommée en qualité d'expert international pour des bons offices entre les parties prenantes. Il faut retenir que l'installation de ce comité d'organisation marque en effet le début du processus de ce dialogue républicain tant attendu par la population centrafricaine. Certains sujets tels que la participation des groupes armés divisent encore. Pascal. Merci Fanny. Casque bleu en action. Ce jour, nous mettons à l'honneur les casques bleus de l'unité de police constituée du contingent camerounais.
Geoffroy Bata Bantas est allé à leur rencontre lors d'une patrouille. Dans le cadre de la sécurisation de la ville de Bangui, il a été mis en place un dispositif sécuritaire avec l'unité de police constituée du contingent camerounais de la MINUSCA, dont les zones de responsabilité s'étendent du 1er au 7e arrondissement de la ville de Bangui. L'unité y effectue les patrouilles pédestres et motorisées de sécurisation et de dissuasion. 140 hommes et femmes constituent cette unité, dans laquelle on retrouve également de jeunes casques bleus, comme Solange, âgée de 24 ans. Le 29 mai de chaque année, une journée internationale est dédiée à tous les casques bleus, civils comme hommes en uniforme, pour les célébrer dans tous les États membres des Nations Unies. En tant que police des Nations Unies, casque bleu, je participe à la protection des civils. Je participe dans les patrouilles. Je fais dans les activités civilo-militaires, donc pour la distribution des eaux dans les secteurs des déplacés internes de la SCA. Concernant le Covid, lors de nos patrouilles, je sensibilise la population. Je porte mon masque pendant les services. Je rassure la population qu'il faut toujours rester et garder la distanciation pour que la maladie ne se propage pas. Dans mon travail, j'aime faire les patrouilles et l'activité similo-militaire parce que ça me permet d'être en contact avec la population et de les parler, de les rassurer que comme nous sommes là, ils ne doivent pas avoir peur de quelque chose. Nous sommes là pour eux. Ici à Ouangou, dans le 7e arrondissement, plus précisément au port Sao, un point stratégique pour les échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo, le contingent camerounais mène régulièrement des patrouilles et échange avec les populations pour recueillir leurs préoccupations en matière de sécurité. On a eu la chance de raconter plusieurs fois la patrouille de nos frères MINUSCA. Toutefois, ils viennent chez nous pour demander des difficultés que nous connaissons ici au niveau du port et des difficultés que nous traversons quand nous remontons vers Amon pour acheter des marchandises. Nous avons vu qu'avec la force des Nations Unies, nous sommes un peu en sécurité. Si tu as des problèmes, tu viens de leur part, ils vont te secourir. Les Nations Unies ne possèdent pas leur propre force militaire, mais sont tributaires des éléments fournis par les États membres. Les hommes en uniforme composant les casques bleus des Nations Unies sont avant tout des éléments issus des forces de sécurité intérieure d'un pays membre détaché auprès de l'institution pour une période d'1 an sur le terrain. Actuellement, plusieurs dizaines de milliers de jeunes casques bleus sont engagés sur le terrain à travers le monde. Ils sont âgés de 18 à 29 ans. Merci Geoffroy Bata. Je vous le disais au début de cette émission, pour cette édition, nous avons donné la parole à des jeunes centrafricains. Ainsi, pour cet entretien exclusif qui va suivre, nous recevons Kessie Ekomo, notre invitée du jour. Kessie Ekomo est la directrice exécutive de l'ONG Ourou, une ONG qui soutient la jeunesse centrafricaine pour la consolidation de la paix. Restez avec nous. Le coronavirus présente un risque pour tous les Centrafricains, de tout âge. J'appelle les jeunes, filles et garçons, à prendre le devant et à sensibiliser nos pairs par les mesures barrières. Il faut aussi protéger les jeunes filles contre la hausse de la violence basée sur le genre et le harcèlement sexuel à la maison et en public. En faisant cela, nous nous protégeons et nous protégeons également la nation. Tous ensemble contre le coronavirus en RCA. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre invitée du jour, Kessie Ekomo. Kessie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, vous êtes la directrice exécutive de l'ONG Ourou. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette ONG? Comment est née cette initiative? Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. L'ONG Ourou est une organisation que j'ai créée en 2013, on va dire, vraiment début 2013, mais qui se repose vraiment sur un constat simple, qui est celui que je me rendais compte que la jeunesse centrafricaine n'était pas assez visible
comparé à ce qu'on montrait sur la situation dans le pays et ce que les jeunes faisaient sur le terrain, il y avait un gap. Non seulement il y avait un gap en termes de communication et de visibilité pour ces jeunes-là, mais surtout il n'y avait pas d'initiative qui permettait de les soutenir dans leur engagement en faveur de la paix et du relèvement dans le pays. Et donc c'est le travail que fait l'organisation Ourou, c'est de promouvoir, soutenir et développer les initiatives de jeunesse en République centrafricaine. Alors vous étiez à l'étranger avant, vous rentrez en 2013. 2013 est une date qui marque l'histoire de la République centrafricaine. C'est en pleine guerre civile. Comment vous avez réussi à instaurer cette ONG durant cette période de crise? Alors il y avait déjà une base, on va le dire, parce qu'il y avait déjà un engagement de la jeunesse. Mais comme je le dis, cet engagement n'était pas valorisé. Il n'y avait pas un mécanisme ou des personnes ou des institutions qui travaillaient vraiment de manière spécifique sur le potentiel au fait que les jeunes avaient sur le terrain. Et donc malgré le contexte, les jeunes avaient besoin de ça, et quand on est allé vers eux et on leur expliquait notre vision au fait de cette organisation, on s'est dit, ils étaient d'accord au fait pour nous suivre. En nous suivant, et à travers eux, et à travers le fait que les institutions commençaient à voir qu'il y avait quelque chose de sérieux qui se mettait en place, ça nous a ouvert des portes. Donc bien évidemment, pendant la période la plus intense au fait de la crise, on n'avait pas encore les documents et autres, mais on travaillait quand même sur le terrain. Et je pense que pendant cette période-là, ça nous a permis d'apprendre énormément et de mieux structurer au fait notre engagement sur la durée et jusqu'aujourd'hui. Tout récemment, vous avez participé à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine. Quels sont les messages que vous avez portés? C'est les mêmes messages au fait que porte Ourou au fait. Déjà, juste pour recadrer peut-être ma présence, donc mon intervention au Conseil de sécurité, je le faisais en tant que citoyenne centrafricaine. Je ne le faisais pas en tant que membre du gouvernement, en tant que fonctionnaire des Nations Unies ou qu'importe, mais je le faisais en tant que citoyenne parce qu'aux Nations Unies, il est possible en tant que citoyenne d'être appelée pour venir parler de la situation dans le pays. Donc c'était plus un message pour moi d'espoir, de dire au Conseil de sécurité que le peuple centrafricain et la jeunesse centrafricaine spécifiquement est résolument tournée vers la construction de la paix, que nous restons en action, mais voilà qu'il y a des réalités qu'il faut prendre en compte par rapport au contexte. C'était un contexte lié à la Covid-19, donc c'était assez dur, ça a renforcé les vulnérabilités des populations, et ça, fallait le dire. Le souligner, c'était pas un discours politique, c'était pas un discours, comment dire, je ne parlais pas au nom de tout le monde, mais j'étais jeune centrafricaine à qui on me demande mon avis sur la situation et du pays et le message que j'aimerais porter à la communauté internationale. Alors donc 2013, Ourou est lancé. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Est-ce que vous avez constaté une jeunesse différente aujourd'hui en 2000? Que direz-vous de cette jeunesse 2021? Je vois une très très grande différence. Parce que non seulement, je ne dis pas que c'est seulement le travail de Ourou, il y a aussi plein d'autres organisations qui ont commencé à prendre au sérieux au fait, les initiatives de la jeunesse. Et ça, c'est à cause du travail qui est fait grâce aux activités au sein des communautés. D'ailleurs, on voyait des jeunes qui se structuraient mieux, qui comprenaient mieux les enjeux. Et le forum de Bangui, je pense, a été un déclencheur aussi. Les jeunes ont mieux compris les enjeux, donc les initiatives qui mènent au niveau des communautés étaient beaucoup plus structurées, beaucoup plus à portée de plaidoyer, donc pour toucher les autorités, mais aussi la communauté internationale, et pour vraiment transformer la vie au sein de leur communauté. Et ça a été un long chemin, mais de plus en plus, je vois que ces jeunes-là se retrouvent autour de la table. Et ça, c'est sans compter au fait sur l'agenda 2250 donc du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc qui est sur la jeunesse, la paix et la sécurité. C'est comme l'agenda 1325 des femmes. Et les jeunes se sont vraiment réappropriés cet agenda. Et on le voit au fait aujourd'hui dans la qualité des initiatives portées, le type de synergie au fait qu'ils développent pour avoir plus de place et plus de voix. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait de la jeunesse centrafricaine. Et moi, je le vois aujourd'hui. Lorsque vous réalisez tous ces plaidoyers en faveur de la jeunesse auprès des partenaires, est-ce que vous voyez un changement qui se matérialise également sur le terrain? Je veux dire les actions des partenaires en question éventuellement? Ça prend du temps, vous savez, pour convaincre les partenaires de la crédibilité de la jeunesse. Même si on a toutes ces évolutions dont je parle, on est toujours face au fait à des pesanteurs au fait, qu'on peut appeler de pesanteurs socio-culturels, mais qui sont aussi très ancrés au sein des institutions. La jeunesse reste encore, soit on est victime, soit on est ceux qu'on doit juste prendre par la main, mais nous voir en tant qu'acteurs à part entière qui viennent avec des idées concrètes, qui peuvent bénéficier au fait aux actions des partenaires sur le terrain. Il y a encore du chemin et ça, c'est un travail qu'il nous faut continuer à faire. Donc autant les partenaires sont plus ouverts à nous écouter, à nous accueillir,
mais il y a une différence entre la participation et la contribution réelle. C'est qu'on est content d'être autour de la table parce que c'est ce qu'il fallait, au fait, c'est une porte d'entrée pour nous, mais ce qu'on veut aussi surtout, c'est de pouvoir, comme vous l'avez souligné, les éléments que nous apportons, comment est-ce que ça se structure dans les programmes, dans les activités des partenaires après. Et ça, il y va de notre responsabilité aussi en tant que jeunes, de pouvoir continuer, en sortir de ces réunions-là où on est autour de la table, de pouvoir continuer le plaidoyer et faire le suivi de tout ce qu'on a dit. Donc je vois que les partenaires le prennent en compte, mais on a une part de responsabilité en tant que jeunes aussi pour pouvoir suivre le travail qu'on est en train de faire. Si vous avez un dernier mot, à qui vous l'adresserez? Je l'adresserai à la MINUSCA. J'adresserai un dernier mot à la MINUSCA en disant qu'il serait vraiment autant la jeunesse centrafricaine, je pense, et à travers même le Conseil national de la jeunesse, je vois les types de partenariats qui sont développés avec la mission, mais je pense qu'il serait intéressant de pouvoir renforcer le travail qui est fait avec la jeunesse centrafricaine sur les actions de la paix, au fait, tout simplement. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir une cellule, et ça fait partie des plaidoyers qu'on porte, avoir une cellule qui travaille spécifiquement sur l'engagement et l'implication des jeunes dans la construction de la paix. Parce qu'il est vrai que si on saupoudre la jeunesse un peu partout sur tout, c'est bien, mais ça ne rend pas efficace au fait l'engagement. Donc pour moi, ce serait vraiment pour la MINUSCA de pouvoir renforcer ses actions avec les jeunes en République centrafricaine et surtout dans l'arrière-pays. Je pense que le message est transmis. Merci Kessie, merci d'être venu. Ce sont sur ces quelques mots que nous allons nous séparer. C'était le bulletin hebdomadaire de l'information de la MINUSCA. Je suis Pascal Serra. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et à très bientôt. Au revoir.